Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité pour vous parler donc de la technique de Tokoyashu, qui est aussi une méthode de cryo. Et je vais surtout insister sur les points sensibles que l'on peut rencontrer lorsque l'on réalise cette technique. Et puis après, je vous ferai une petite application de cette technique sur donc le modèle que j'utilise couramment, qui est la glande mammaire. Donc c'est ça. Voilà, donc un rappel bref de ce que c'est que la technique de Tokoyashu. Donc, c'est une technique qui permet d'obtenir des échantillons congelés, mais qui ont été préalablement fixés chimiquement. Le but de cette technique, c'est d'obtenir des échantillons que l'on va couper et ensuite pour réaliser des localisations à la résolution de l'organite, alors des molécules, soit des protéines, soit des acides nucléiques. Et on utilise le plus souvent cette technique lorsque l'on a affaire soit à des quantités d'antigènes très faibles ou des antigènes qui peuvent être détruits lorsque l'on réalise des inclusions en résine hydrophile. Donc, les principales étapes. La fixation. Donc, comme je viens de le dire, ici, vous avez une fixation chimique réalisée le plus souvent avec des aldéhydes. On va faire ça avec des mélanges d'aldéhydes, paraformaldéhyde et glutardéhyde. Et la concentration et le temps de fixation sont des éléments très importants pour la suite de la technique. En effet, le glutardéhyde doit être plutôt utilisé à des très faibles concentrations. On va éviter d'aller au-dessus de 0,5%. Parce qu'on veut garder le compromis entre conservation de la morphologie et la conservation de nos antigènes. Donc on commence souvent par une fixation avec un mélange de nos deux fixateurs d'à peu près 1 heure, et ensuite on va changer pour poursuivre la fixation en formaldéhyde seul. Attention, parce que le formaldéhyde, la fixation est beaucoup plus allégée, mais elle est réversible. Donc si on doit la poursuivre dans le temps, il va falloir veiller à changer régulièrement les bains de fixateur, parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, on perd de la fixation. Alors ensuite, moi je réalise ce qu'on appelle le quenching, qui va être le blocage des aldéhydes libres. Alors souvent, quand on fait des immunofluorescences classiques, on va faire du quenching directement sur les coupes. Moi je préfère le faire aussi sur les blocs, surtout si vous avez utilisé du glutardéhyde comme fixateur, puisqu'il y a une très forte autofluorescence du glutardéhyde. Donc, si vous devez ensuite faire de l'immunofluorescence sur vos échantillons, il vaut mieux anticiper, faire glutardéhyde. Oh, pardon, j'ai pas pris de bon bouton. Non, dans ce sens-là, je sais où je suis. De l'immunofluorescence sur vos échantillons, vous faites du quenching avant de congeler et vous pouvez en refaire après sur vos tissus. Donc ensuite, après, vous allez faire de l'enrobage en gélatine. Donc c'est gélatine, agarose, low melting, agar, peu importe. C'est vrai qu'on réalise de l'enrobage tout à fait, on va dire quasiment naturellement, lorsqu'on a des culots de cellules, des bactéries, des micro-organismes. Moi, je le conseillerais vivement aussi lorsqu'on a des tissus. Alors, surtout si vous avez des tissus mous et des tissus hétérogènes. Ça va vous faire une meilleure cohésion de votre tissu, qui va être mieux préservé pour la suite, et surtout qui va avoir une coupe qui va en être facilitée. Alors, va intervenir la cryoprotection. Donc, cryoprotection en sucrose. Donc, on est quand même saturé en sucrose, puisqu'on est quasiment à 80% de sucrose. Et c'est qui va quand même aider à limiter la formation des cristaux de glace au cours de la congélation. Et comme ça a été dit précédemment, la glace, c'est l'ennemi de la microscopie électronique. Donc, je vais vous passer sur l'étape de congélation, qui n'a pas de particularité, pour passer à l'étape des coupes. Donc, les coupes, j'utilise d'abord les coupes semi-fines. Donc, coupes semi-fines, pour moi, entre 500 nanomètres et 1 micron, qu'on réalise à moins 180 degrés. Et c'est pour moi une étape essentielle. Parce que d'une part, ça va vous permettre de faire un repérage avant de passer à la coupe ultra fine. Repérage tel que vous le faites quand vous allez avoir des coupes enrobées dans des tissus en résine épone. Et aussi,
pour faire de l'immunofluorescence. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Moi, je ne fais pas d'immuno si je ne connais pas mon tissu, si je ne connais pas mon anticorps. Pour tester mon protocole, c'est la meilleure solution. Si vous n'avez pas de marquage, si vous n'avez rien, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Donc vraiment, moi, c'est l'étape par laquelle je passe systématiquement. En plus, c'est vraiment, vous avez des résultats très rapidement. Donc c'est vraiment le truc à faire. Alors bon, là, en gros, j'ai marqué ne pas chauffer les coupes. Parce que des coupes qui ont été juste un petit peu fixées, enrobées dans du sucrose, quand on les chauffe, ça fait un peu du caramel, ça explose et vous n'avez plus rien. Et un jour, on m'a appelé Christine, les coupes semi-fines, ça va bien, mais alors après, une fois que je les ai passées à la chaleur, j'ai plus rien. Ouais, en même temps, ça peut se comprendre. Donc, on ne chauffe pas des coupes cryo. Donc, et une fois que vous avez vos coupes, que vous savez où vous en êtes, vous pouvez ensuite passer à la coupe fine, donc entre 70 et 100 nanomètres. Et la température de coupe va varier de la concentration et de la présence en glutáraldéhyde. Le glutáraldéhyde va vous durcir vos blocs. Donc plus le bloc est dur, et plus vous couperez à des températures, on va dire, chaudes, entre moins 100 et moins 110 degrés. Alors, des dernières précisions. Quand vous voulez faire du tokoyashu, mieux vaut connaître ce que vous voulez, ce que vous avez comme tissu. Parce que quand vous avez des modèles cellulaires, c'est plutôt simple, mais certains tissus ne se prêtent pas du tout à faire du tokoyashu. Le poumon, vous oubliez. Bien connaître son tissu, parce que quand vous avez des tissus hétérogènes, vos échantillons sont petits. Donc il va falloir des fois avoir des problèmes pour vous repérer. Si on vous demande de marquer 3 cellules lymphoïdes au milieu d'une rate, c'est pareil, vous oubliez, parce que c'est très compliqué. Et donc, les blocs sont petits. Donc, voilà. Ça, c'est votre bloc de semi-fine en résine hydrophome, en épone. Ensuite, là, vous allez faire votre coupe. Vous allez avoir votre bloc ultra fine. Et souvent, tokoyashu, vous avez déjà ça dès le départ. Donc, il faut mieux savoir où on va tout de suite. Toujours dans la même idée, il faut aussi bien connaître son tissu avant, au niveau de la reconnaissance de la morphologie. Parce qu'en tokoyashu, vous avez un peu un changement de contraste. Par exemple, vous n'utilisez pas d'acide osmique, et des structures comme le Golgi, vous allez voir beaucoup plus difficilement. Donc, il vaut mieux connaître son tissu avant de se lancer en tokoyashu. Quelques derniers points importants. La météo, quand on coupe. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut. Voilà. Alors l'électricité statique, tout ce que vous voulez, donc ça y va. Même avec un beau statin line, ça passe pas toujours. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'on travaille en présence d'azote liquide. Et l'azote liquide, c'est un coût, c'est très cher. Donc ça pose un problème aussi, il faut en tenir compte. C'est dangereux. Et puis il y a aussi des problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire que nous, à Jouy, on a la chance, c'est qu'on a de l'azote au robinet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que peut-être des fois, vous allez être obligé vous avez un échantillon, il faut tout de suite le préparer et vous allez être obligé de le conserver avant de pouvoir finir votre fixation et votre préparation. D'où la conservation dans le fixateur à faible concentration. Et bien souvent, on a aussi des échantillons qui sont extrêmement rares. On travaille sur l'animal à Jouy et des fois, on nous dit c'est la seule bête qu'il y a, il n'y en aura jamais d'autres. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais on veut que ça soit préparé. Donc, il va falloir stocker. Donc, comme vous stockez dans l'azote, il faut un lieu spécifique à ce stockage. Et puis, prévoir aussi le remplissage des canistères pour éviter les drames. Je vais vous faire un petit truc que j'ai appelé perspective. Parce que j'ai testé un truc. L'acétate d'uranyle, ça commence à être un peu un problème pour nous, aussi bien pour l'achat que pour l'élimination des déchets. Donc on nous demande en microscopie électronique classique de moins en moins l'utiliser, et on a trouvé quand même un substituant qui s'appelle l'OTE pour Long Tea Extract. Donc j'ai voulu faire un test. Bon, on en est à lister, c'est un test. Mais bon, on arrive quand même à reconnaître les structures. Ça, c'est mes rangées de mitochondries.
Là, on a l'estrie Z, enfin, c'est du muscle cardiaque. Voilà, on arrive même à reconnaître un disque intercalaire. Bon, c'est un peu épais, parce que comme je voulais vraiment que ça prenne, j'ai mis trop longtemps la méthylcellulose et je pense que c'est ça qui fait le flouté. Voilà. Donc, on peut aussi faire des innovations. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation où je vais vous montrer, bon, c'est pas grave. Une étude dans laquelle on a fait du tokoyashu, qui est la localisation de la protéine AUF1 dans de la glande mammaire de chèvre en lactation. Donc, à l'INRA, enfin au labo, on dispose de chèvres qui ont une mutation au niveau du gène de l'alpha-S1 caséine qui se traduit par une déficience dans le transport des caséines entre le réticulum et l'appareil de Golgi. Morphologiquement, voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez les chèvres AA, qui sont les chèvres normales. Donc vous avez votre réticulum en lame parallèle, bien fin, pas de problème. Et les chèvres OO, qui sont les chèvres mutées. Et voilà le réticulum, qui fait soit des petits ballons remplis de protéines qui sont stockées, ou carrément des plages de réticulum remplies de protéines. Alors, les protéines AUF1, la protéine AUF1 avec les protéines HUR1 sont des protéines de la famille des ARE binding proteins qui sont impliquées dans la régulation des ARN messagers. La localisation de ces protéines varie en fonction du stade de différenciation de la cellule. C'est-à-dire qu'en stade peu différencié, on a surtout une localisation nucléaire. Dans les tissus plus différenciés, on va en trouver au niveau cytoplasmique. Et le niveau d'expression aussi varie selon le type cellulaire. C'est-à-dire que lorsque l'on a des types cellulaires à renouvellement rapide, on a une forte expression d'AUF1. Donc la question que l'on s'est posée, c'était de savoir si dans notre modèle, et notamment au niveau des chèvres OO, il y avait une surexpression, déjà une expression d'AUF1, et puisque AUF1 est impliqué dans la dégradation des ARN messagers. Donc, comme il y a blocage des protéines, il y a peut-être nécessité à dégrader les messagers qui arrivent. Et aussi, on voulait savoir où ça se localisait à l'échelle électronique. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la biblio, toutes les localisations qu'on a d'AUF1 sont des colocalisations en immunofluorescence. Donc, c'est peut-être là, mais ce n'est pas vraiment là. Donc, voilà. Donc, les résultats. Sur les chèvres AA, qui sont donc nos chèvres témoins. Donc voilà, une coupe semi-fine donc de 800 nanomètres du même bloc. Là, vous avez le même bloc de donc, coupe cryo, préparation tokoyashu. Donc là, vous avez un acini mammaire avec en bleu les noyaux. Alors ça se voit peut-être pas bien, mais il y a quelques noyaux qui ont du marquage. Donc il y a un marquage nucléaire et un marquage en petite virgule qui est du marquage au niveau cytoplasmique. Donc, quand on regarde au niveau des noyaux, des cellules qui ont les noyaux marqués, il y a vraiment beaucoup de marquages. Et je n'ai pas mis des flèches sur tous les points non plus. Et puis, on retrouve ce marquage là. Bon, là, j'en ai mis un peu au niveau du cytoplasme. Si on passe chez les chèvres qui ont eu la mutation, donc les chèvres OO, donc là, on n'a plus du tout de marquage. Donc là, on retrouve notre acini, la lumière. Qui est un peu fermé. Donc là, on est en lactation, à 40 jours de lactation. Pour une chèvre, ça fait une mi-lactation. Donc il n'y a plus du tout de marquage au niveau des noyaux. Mais par contre, on a un marquage important sous forme de bulles qu'on retrouve. Donc pas de marquage nucléaire, confirmé, et ce marquage au niveau du cytoplasme. Par contre, à cette échelle-là, je ne suis pas capable d'identifier dans quoi se trouve mon marquage. C'est diffus dans le cytoplasme. Donc, on a essayé de trouver les sites potentiels de localisation d'AUF1 et on a commencé par faire un marquage avec un anticorps qui est dirigé contre le réticulum endoplasmique, un anti-PDI. Donc, avec les chèvres normales, donc on a des spots. Là, on retrouve nos spots cellulaires cytoplasmiques de marquage. C'est dommage parce que j'aurais dû les faire plus grosses, parce que c'est plein de marquages là. Mais on reconnaît du Golgi. Donc on est dans une zone qui n'est pas très loin du Golgi. Et quand on fait la colocalisation entre AUF1 et PDI, en immunofluorescence
on ne voit pas de colocalisation et on voit quelques grains en électronique qui sont plutôt, à mon avis, dus à la synthèse de la protéine qu'autre chose. C'est pour ça que, bon, là, ce n'est pas suffisamment puissant pour que ça se voit en immunofluorescence. Si on fait la même chose sur nos chèvres mutées, donc là, on a quelques cellules avec des spots un peu jaunes. Et en effet, le marquage que l'on peut reconnaître, il est dans les stacks, on va dire, de réticulum dilaté. Là, on a du marquage, là. Et on en voit aussi ici. Là, il y en a. Là, il y a un petit groupe de grains. Donc, on a du marquage dans le réticulum des chèvres OO, dans d'autres sites cytoplasmiques, mais on ne sait toujours pas lesquels. Donc, comme je vous ai dit, dans la seule supposition qu'on avait par rapport à l'image précédente des chèvres AA, où on n'est pas loin de la zone golgienne, on s'est dit qu'on est peut-être, parce qu'il n'y a pas de vésicule, il n'y a aucune structure, on est peut-être dans la zone du trans-Golgi network. Donc, j'ai testé cet anticorps et je ne peux pas vous montrer le résultat parce que j'en ai toujours pas eu. Donc, pour l'instant, on ne sait toujours pas à quel organite associer notre protéine AUF1. Donc, par rapport à ce qui est décrit dans la littérature, on a trouvé dans des P-body, dans des granules de stress, des granules de chromatoïdes. Donc, il nous reste à trouver les anticorps et puis à tester ces différents compartiments qui, c'est vrai, n'ont pas une vraie structure très définie en électronique. Donc, voilà. Bon, je tiens à remercier tous les gens de l'ex-unité GPL dans lequel j'étais jusqu'à présent, qui m'ont aidé dans ce travail. Et puis, je voudrais juste finir par une petite diapo. Voilà. Je suis aussi ici en tant que référente métier pour le cahier des techniques de l'INRA. Donc, de l'autre côté, il y a un poster, il y a quelques documents. Si vous voulez venir me voir, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Je vous remercie. Ah oui. Non, c'est bon. Ça, c'est mon petit garçon qui en a marre d'entendre sa mère parler de Tokoyashu qui m'a trouvé ce slogan, congelé pour mieux observer. Voilà, merci.